Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler rugby, pour faire le débrief du match entre l'Australie et la Géorgie. On va revenir sur cette rencontre avec encore une fois un petit peu de retard. C'était samedi 18h, 17h50, je crois, le début du match. 17h45 peut-être, ou 18h, je ne sais plus. Sur ce match de Coupe du Monde, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette rencontre. On va débriefer surtout ce match avec les joueurs du match et les tops et flops. Et puis, comme vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous êtes déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, TikTok également, le débrief de la mi-temps, le débrief à la fin des rencontres quand je peux les voir en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Australie-Géorgie. C'était un match que j'attendais beaucoup. J'attendais beaucoup de voir l'Australie d'Eddie George face à cette équipe des Géorgies, voir comment cette équipe de Géorgie allait se comporter. Parce que pour moi, je la voyais avant le début de cette compétition se qualifier. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Et avec cette équipe d'Australie, voir ce que ça allait donner avec Eddie George, parce que c'est vrai que la phase de préparation avait été compliquée. Le match face à la France, c'est pas le match où on a été mis le plus en difficulté, il faut bien le dire. Et je me disais, voilà, Eddie George, ça serait bien qu'il démarre plutôt bien la rencontre, tu vois, parce que si la Géorgie est collée au score, ça peut être compliqué. Bon, en première mi-temps, il faut bien le dire que la Géorgie n'a pas montré grand-chose face à une belle équipe d'Australie, mais qui n'a pas réussi à tenir sur la durée. Et la Géorgie est revenue un petit peu. On a cru à un moment, pendant une dizaine de minutes, l'Australie avait un petit peu de mal. Je me suis dit, si les Géorgiens en marquent un deuxième, ça peut vraiment le faire. Et puis bon, au final, ça n'a pas été suffisant parce qu'ils s'en prennent quasiment un autre après une grosse période de domination. À cause d'erreurs également trop nombreuses du côté de la Géorgie. Je commence avec l'Australie. Alors on retrouve toutes les qualités qu'on connaît de l'équipe d'Australie, des équipes d'Eddie Jones, je dirais, c'est-à-dire ça court. Physiquement, c'est une équipe qui est pas mal endurante. Et c'est une équipe qui a beaucoup d'engagement physique. Ça veut dire que ça galope, comme l'Angleterre, comme l'Afrique du Sud quand il était adjoint, comme le Japon notamment. Si on prend les 3 dernières sélections, on est à peu près sur des profils types similaires. La particularité donc pour l'adversaire, c'est que défensivement, c'est dur à contrôler. Surtout que la Géorgie, je pense, n'a pas pris le match par le bon bout au niveau mental. Par contre, c'est très inégal pendant la rencontre. Il y a vraiment des séquences qui sont excellentes. Il y a des séquences où tu te dis, l'Australie, ça va en demi-finale de Coupe du Monde et ça peut être une équipe dangereuse. À d'autres moments, tu te dis, comment une équipe de l'hémisphère sud peut faire ces erreurs-là ? Il y a eu du bon, du beaucoup moins bon. Ça a été très inégal pendant la rencontre. Le début de deuxième mi-temps est pas bon. Il y a vraiment, pendant 10 minutes, encore une fois, je pense vraiment que la Géorgie peut revenir dans le match et peut vraiment devenir inquiétante pour les Australiens. Et pourtant, une Géorgie qui n'a pas été fantastique aussi. Mais je trouve que du côté de l'Australie, ça a été assez inégal pendant la rencontre. Par contre, c'est vrai qu'ils ont dominé avec 57% de possession de balle, 65% d'occupation sur l'ensemble du match. C'est-à-dire qu'avec ces statistiques-là, tu as le contrôle de ballon et tu te mets quand même pas énormément en difficulté. Et surtout, la Géorgie est obligée de jouer en contre et c'est pas forcément facile. Comme toutes les équipes d'Australie, je dirais depuis maintenant 3 Coupes du Monde, là aussi on a des arrières, on a vraiment des joueurs très intéressants sur les lignes arrières. Le pack de devant est pas fou. Mais on commence à être un petit peu habitué aussi. Je pense que vraiment sur le pack de devant, c'est vraiment face à des grosses mêlées, ça va être compliqué. Et c'est là où je suis assez déçu du match de la Géorgie parce que je pense qu'ils auraient pu menacer un peu plus l'Australie dans ce domaine-là.
Mais j'ai eu l'impression que du côté de l'Australie, ça ronronnait. Et encore une fois, ce côté assez inégal. À certains moments du match, tu te dis, waouh, t'as une super équipe d'Australie. À d'autres moments, tu te dis, putain, c'est vraiment pas fou. Et il y avait vraiment ce côté-là très très inégal. Donc c'était voilà, un peu dommageable qu'on n'ait pas eu cette régularité-là pendant au moins 60 minutes de jeu. Là vraiment, les moments où je me suis dit tiens c'est bien l'Australie, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Il y a un autre un quart d'heure, 20 minutes où je me dis bon ça ronronne un peu. Et 40 minutes où je me dis c'est pas top du tout du côté de l'Australie. On passe à la Géorgie. Frustrant cette équipe de Géorgie. J'ai l'impression que la Géorgie, c'est l'équipe qui n'arrive pas à passer un cap. Voilà. Quand on voit les matchs de préparation, bah, j'ai vu un de leurs matchs de préparation, celui face à la Roumanie. Et je l'ai vu vraiment en replay en complet. J'ai réussi à le trouver. Alors, c'est un truc vraiment Désirlande, vraiment pour voir le match. Sur un site de streaming, enfin un site où il y avait le replay, mais un site à moitié russe, enfin, un truc voilà, où j'ai utilisé mon VPN, le VPN d'Opera pour pas avoir de problème, et je me suis mis en fenêtre privée pour pas avoir de problème. Et encore, j'ai peut-être récupéré un virus, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Mais j'avais trouvé cette équipe de Géorgie vraiment très intéressante. J'avais vraiment adoré leur meneur, vraiment leur numéro 9. J'avais adoré également les joueurs des lignes arrière. J'avais trouvé que c'était très intéressant. Je m'étais dit en plus, du côté de la Géorgie, bon, on a un pack de qualité, mais ça, il y a toujours eu. Mais en plus, maintenant, ils ont des lignes arrière qui sont vraiment intéressantes. Ils ont une charnière, une charnière. Ils ont au moins un 9 qui est intéressant. À l'ouverture, je trouve que c'est un peu moins bien, mais Lobazanidze, c'était très intéressant. Sauf que là, sur ce match-là, tu as l'impression que émotionnellement, ils l'ont pas bien pris par le bon bout. Je ne sais pas si c'est le Stade de France qui leur a fait peur, si c'est l'enjeu de cette rencontre, s'ils se sont vus peut-être un peu trop beaux, mais ils ont pris le début du match complètement à côté. C'est-à-dire que vraiment, les 20 premières minutes, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Sur les 20 premières minutes, il n'y a rien qui va. Et ensuite, sur toute la rencontre, ils n'ont pas réussi à emballer la rencontre. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à tenter. Cette équipe d'Australie, c'est pas fantastique. En plus, Eddie Jones n'est pas arrivé il y a longtemps non plus. Donc, c'est pas exceptionnel. Et je pense qu'il y avait vraiment... Il y avait un truc à faire comme le match Japon-Afrique du Sud en 2015. C'est-à-dire vraiment revenir dans la deuxième partie du match, vraiment mettre la pression. Sauf qu'il y a trop d'erreurs. Alors, il y a déjà des erreurs, des fautes de main dans les 22 derniers mètres. C'est-à-dire quand ils sont rentrés dans les 22, ils n'ont pas été très productifs. Ils n'ont pas été très performants dans ce domaine-là. Et surtout, moi, ce qui m'a énervé, c'est l'action avec Nignashvili qui provoque un essai adverse. Nignashvili, il doit faire la passe, sauf qu'il la garde au milieu du terrain, bam, ils se font contrer et il y a essai derrière. Ça, c'est quand même très naïf de la part des Géorgiens. Et bon, tu peux pas faire d'erreur comme ça. Tu joues face à l'Australie. Même la Namibie aurait profité de cette erreur. Alors, vraiment, tu ne peux pas faire une erreur comme ça dans un match de cette importance. Ils n'ont pas été assez rigoureux, les Géorgiens. Je pense que c'est le bon terme. C'est pas suffisamment rigoureux dans plein de secteurs du jeu. Ils sont capables de faire beaucoup mieux. Sur le match que j'avais vu, c'était vraiment beaucoup plus intéressant. Donc là, je suis assez déçu de ce que j'ai vu du côté de la Géorgie parce que vraiment, c'est pas suffisant pour aller se qualifier en quart. Et encore une fois, s'ils ne se qualifient pas en quart, on restera sur ce sentiment de déjà vu. C'est-à-dire une équipe de Géorgie qui est pas mal en Europe, qui domine le championnat d'Europe, qui domine complètement, mais qui, dès qu'elle arrive sur des plus gros matchs, a du mal. Peut-être aussi parce qu'elle ne joue pas suffisamment de gros matchs non plus. Et que au niveau européen, maintenant, elle est tellement au-dessus qu'il faudra un peu plus d'adversité. Ça pourrait passer par peut-être un tournoi des 7 nations. Où on pourrait peut-être réfléchir à ça, ou une compétition européenne peut-être
tous enfin, en alternance avec la Coupe du Monde tous les 2 ans. On pourrait penser à une compétition européenne où on retrouverait les nations toutes les nations du top 6 et pourront faire une compétition tu vois, peut-être à 15 équipes, tu vois, ou un truc comme ça, faire une compétition intéressante, ou à 16 équipes, tu vois, 4 poules de 4, faire une compétition qui pourrait être intéressante tous les 2 ans, parce que là, on voit que c'est le gros problème. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de critiques, même il y avait un débat qui était très intéressant. Enfin, j'ai vu que les 5 minutes sur Twitter, un truc comme ça, sur France Culture, un extrait d'émission où il y avait une sociologue, je ne sais plus qui c'était, une universitaire, on va dire ça comme ça, qui parlait du fait que le rugby, c'est pas vraiment une Coupe du Monde de rugby. Et c'est vrai qu'elle avait raison, parce que on voit, il n'y a qu'une seule nouvelle nation, qui est le Chili. On a quand même 12 places qui sont réservées sur les 20 de la Coupe du Monde. Donc on participe. En fait, les nations dominantes participent à ce manque de mondialisation du rugby. Et on voit notamment, je pense, les États-Unis et le Canada qui ne sont plus présents, quasiment, parce que ils n'ont pas réussi à s'imposer. C'est quand même une discipline où c'est une minorité de pays qui gèrent et qui dominent. On voit, grosso modo, les Coupes du Monde, elles ont été remportées par 4 pays seulement. Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Angleterre. Il n'y a que 4 pays qui ont gagné les 10 éditions de Coupe du Monde. Et ça reste... voilà, ça reste les pays dominants, les nations dominantes qui ne veulent pas vraiment accueillir les nouveaux entrants. Ça, c'est un petit peu dommageable. Bon, on passe aux joueurs du match du côté de la Géorgie. En plus, Ivanishvili, je trouve très intéressant. Voilà. Très, très intéressant dans ce qu'il a produit. Donc ça, c'était vraiment bien. Notamment il marque l'essai, mais je trouve que voilà, bon, ça fait partie de ses spécialités un petit peu géorgiennes, hein, le 8 de devant, donc ça a été assez intéressant, notamment à la mêlée. Et puis en flop j'ai mis Niniashvili, hein. Donc en top j'avais mis Ivanishvili, et en flop j'ai mis Niniashvili, parce que l'essai il coûte très cher et c'est une énorme erreur de sa part. Tu peux pas faire une erreur à ce point-là en Coupe du Monde, c'est pas possible. J'ai hésité avec également Lobzanidze, parce qu'il a tendance à oublier que c'est un demi de mêlée, et qu'un demi de mêlée c'est aussi un joueur qui doit mettre en place le collectif et qui doit faire des passes. C'est bien de vouloir casser des plaquages, de vouloir à des moments tenter sa chance tout seul, mais c'est aussi important voilà, de faire des passes. Et je pense qu'il a oublié ce paramètre-là. Du côté de l'Australie, moi j'ai vu Nawaqanita Wazi en top, parce que j'ai trouvé que à chaque fois qu'il avait le ballon, il était intéressant. Vraiment. Donc pendant les 80 minutes du match, à chaque fois qu'il avait le ballon, il se passait quelque chose, il y avait un truc. Et j'ai pas mis de flop, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas été exceptionnels, qui ont été très moyens, et j'avais pas forcément un gros joueur en flop. Bah, je dirais quand même que du côté des 5 de devant, là, c'est pas foufou quand même, du côté de l'Australie, du côté de la mêlée, mais on peut quand même le dire, que ça soit le Japon, l'Angleterre, sous Eddie Jones, c'était pas non plus des très grosses mêlées. L'Angleterre, c'était pas forcément son domaine de prédilection, la mêlée de sous Eddie Jones. Je suis pas sûr que ce soit un entraîneur qui soit spécialiste de ce domaine-là. Alors après, bon, l'Afrique du Sud en 2007, c'était solide. Bon, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!